tous. Merci d'être là en si grand nombre. Ça me fait plaisir de vous partager, comme le disait Madame Valois, donc toutes les étapes pratico-pratiques pour la mise en place d'une tutelle au majeur. Donc, j'ai la chance d'accompagner beaucoup de familles, en fait, qui ont un enfant ou un proche qui vit avec des besoins particuliers, que ce soit déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme, polyhandicap, problématiques de santé mentale. J'accompagne vraiment les familles de A à Z. Puis souvent, ben, on se demande, mais comment ça fonctionne? Quelles sont les étapes? Donc aujourd'hui, j'ai vraiment tenté de résumer le plus possible tout ça pour vous. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est une tutelle au majeur? On va juste mettre la table, si vous voulez. Donc la tutelle au majeur, c'est une mesure juridique qui est destinée pour protéger une personne, en fait, pour la protection de ses droits, de son patrimoine, puis c'est établi par un jugement. OK? Donc, le résultat final qu'on va vouloir avoir à la toute fin, c'est un jugement qui déclare, si vous voulez, l'ouverture de la tutelle au majeur. Donc, la tutelle au majeur, elle peut porter seulement sur la gestion des biens. On appelle ça la tutelle aux biens. Puis ça peut aussi juste concerner la protection de la personne, son bien-être moral, la représentation dans l'exercice de ses droits civils, la défense de ses droits. Donc on parle dans ce cas-là d'une tutelle à la personne. Puis la tutelle, elle peut aussi porter sur les deux aspects. On parle alors de tutelle au bien et à la personne. Donc, pourquoi on fait ça? Pourquoi on mettrait en place une tutelle au majeur? Ben, tu sais, si on reprend un peu le cours des choses, quand on est parent, ben, quand notre enfant naît, de zéro de sa naissance jusqu'à la veille de ses 18 ans, ben, vous êtes les tuteurs légaux. On appelle ça les tuteurs aux mineurs. Donc, une personne qui est mineure, elle est considérée comme inapte. Elle ne peut pas voter, elle ne peut pas tu sais, prendre des décisions comme un adulte, comme un majeur. Mais à partir de 18 ans, au Québec, ben, toute personne qui a 18 ans, elle est considérée comme apte. Mais si vous êtes ici avec moi aujourd'hui, ben, vous savez qu'une personne majeure, ben, elle n'a pas toujours la capacité là, de gérer ses biens, de prendre soin de sa personne, de prendre des décisions éclairées. Surtout quand, par exemple, notre enfant il devient adulte, oui, mais il vit encore avec une trisomie 21, même il a 18 ans, il vit encore avec son TSA. Donc, vous le savez que du jour au lendemain, de 17 à 18 ans, ben, ça change pas dans le quotidien, mais juridiquement, c'est devenu une personne majeure. Donc là, ça peut amener certains enjeux parce que là, si on a notre nouvel adulte, mais qui a certaines difficultés, peut-être qu'il ne sait pas lire ou écrire ou même compter, peut-être que ça peut être difficile là, pour lui à ce moment-là d'agir. Donc, euh, donc, pourquoi on ferait cette tutelle au majeur? Mais en fait, ça va venir concrètement et de façon légitime nommer qui va être vraiment le représentant légal de ce nouvel adulte. Donc, que ce soit pour signer pour lui, donc passeport, impôt, parler en son nom, au téléphone, en personne, virtuellement, d'être légitimement reconnu face aux instances gouvernementales, comptables, compagnies, médecins, pharmacie, école, milieu de vie, pour veiller à son bien-être, la défense de ses droits, pour gérer son budget, ses avoirs, hein, si on est à la caisse, à la banque, demander une nouvelle carte bancaire, pour demander des renseignements pour lui. Ensuite, ça peut être aussi pour les soins, consentir à des soins, les refuser si la personne est inapte à consentir, par exemple à l'hôpital, la clinique, la pharmacie. Donc, si on n'a pas de tutelle au majeur, on se retrouve un peu comme dans un flou, je dirais, comme un entre-deux, où il y a pas vraiment de porte-parole, si on veut, là, officiel. OK? Euh, donc, je voulais juste mettre la table un petit peu. J'ai déjà fait une autre conférence à l'accompagnateur sur tout ce qui est le passage à 18 ans. Donc, si jamais là, vous voulez plus d'informations, il y a d'autres il y a d'autres conférences qui en parlent.
Mais je vais me concentrer aujourd'hui sur la tutelle aux majeurs, parce que vous êtes nombreux à être là aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de questions, puis c'est tout à fait légitime. Donc, d'entrée de jeu, je vais vous dire qu'il y a plusieurs façons de procéder pour la tutelle aux majeurs. OK, je vais être très transparente avec vous pour vous donner vraiment un horizon de tous les chemins qui peuvent mener à mettre en place une tutelle aux majeurs. Donc, d'abord, c'est possible de le faire avec l'aide juridique, donc avec un avocat de l'aide juridique. Donc, l'aide juridique au Québec, c'est un service qui est très important. C'est un service pour permettre l'accès euh, pour des personnes qui sont à faible revenu. Donc, ça peut être une option d'aller voir à l'aide juridique. Ensuite, on peut faire aussi la démarche avec un avocat ou une avocate. Ensuite, on peut faire la démarche avec un notaire ou une notaire non accrédité. Et on peut le faire aussi avec un notaire ou une notaire accrédité pour les démarches devant notaire pour les procédures non contentieuses. Donc, moi, comme tel, personnellement, je suis notaire, je suis accréditée pour les démarches, pour les procédures non contentieuses. Puis, juste aussi un petit PS, là, les frais de la démarche, s'il y a des frais qui sont encourus, ça peut être payé à même les avoirs de la personne que l'on veut protéger. Donc, si par exemple vous êtes le parent d'un enfant adulte, ben, c'est à même ses propres sous que ça peut être payé, même que les factures vont être faites à son nom, à lui. OK? Puis d'entrée de jeu, je vais vraiment vous dire que chaque cas est unique puis a ses particularités. Donc, c'est sûr que selon la situation, il peut y avoir des éléments qui peuvent s'ajouter au niveau de la procédure. Mais aujourd'hui, je vais m'attarder vraiment sur la procédure un peu standard, si on veut. Puis après ça, ben, c'est sûr qu'il peut y avoir des particularités. Donc, moi, je suis notaire accrédité pour les procédures non contentieuses, ce qui veut dire que c'est un processus juridique, mais je ne me présente pas personnellement en personne à la cour. Ce que ça veut dire, c'est que ça fonctionne en fait comme avec un système de communication, si vous voulez, entre moi, la notaire au dossier, et le juge ou le greffier. Donc, c'est ce qui est bien puis quand on dit non contentieux, ça veut dire que c'est une procédure où il n'y a pas de contestation. Il n'y a personne qui conteste la démarche qu'on fait. Donc, c'est une procédure où vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes, mais si on respecte toutes les étapes, bien, à la fin, on a un résultat satisfaisant où on a notre jugement d'ouverture de tutelle. Donc c'est possible aussi de faire la démarche avec un avocat devant le tribunal. Mais comme je dis, moi, dans la majorité des gens que j'accompagne, il y a pas de c'est ça, quand il n'y a pas de chicane ou de contestation, ben, je peux faire cette procédure-là de A à Z. Donc, je vous ai fait un résumé des étapes, euh, un résumé simple vraiment pour que moi j'aime ça des fois avoir un petit peu la vue d'ensemble. Donc un résumé simple, puis ça c'est vraiment la démarche devant notaire accrédité. Une différence aussi quand on fait la démarche avec notaire accrédité, c'est que moi je fais toutes les étapes du dossier. C'est-à-dire que c'est moi qui rencontre les parents, c'est moi qui rencontre le majeur qu'on veut protéger, c'est moi qui rencontre la famille. Quand on fait devant le tribunal, c'est plutôt le juge ou le greffier qui va faire ces rencontres-là. Donc, des fois, ça peut être un peu plus, je dirais, euh, comment je dirais, ou peut-être moins impressionnant. Quand c'est la cour, c'est peut-être un petit peu, euh, des fois, ça peut mettre un peu plus de stress et tout ça. Quoique, les gens qui sont à la cour, ils sont très au courant de la démarche et tout ça. Mais c'est sûr que des fois, quand on connaît déjà notre notaire, ben, il y a quelque chose peut-être qui est un petit peu plus confortable là, de faire la démarche finalement là, de A à Z avec la même personne. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on fait?
Ben, il y a l'ouverture du dossier, la cueillette d'informations et il y a une signature d'une déclaration sous serment qui est faite devant moi. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que là, je vais résumer toutes les étapes, puis après ça, on va prendre chaque étape pour la décortiquer. OK? Donc, après ça, il y aura l'obtention des évaluations médicales et psychosociales. Puis une fois qu'on a ça, on peut faire la prochaine étape qui est la signature de la demande au notaire, qui est fait par le demandeur ou les demandeurs. Puis là, une petite nouveauté, là, depuis quelques années maintenant, les deux parents peuvent être maintenant tuteurs à leur enfant majeur. C'est relativement nouveau depuis 2022. Avant, imaginez, c'était un ou l'autre des parents. Ben maintenant, les deux parents peuvent être tuteurs au majeur. Donc moi, je vous avoue que depuis que cette mesure-là est arrivée, là, je fais beaucoup d'ouverture de tutelle au majeur parce que je pense que les parents, justement, ils sont plus à l'aise que ce soit les deux parents qui soient les tuteurs. Puis je suis tout à fait d'accord avec ça. Ensuite, il y a certains envois des documents que je fais à la personne. Quand je vais parler de personnes concernées, c'est comme ça un peu qu'on l'appelle dans le langage juridique, là, la personne pour qui on veut ouvrir la tutelle. Puis aussi à certains proches de cette personne-là, de la demande en cours. Ensuite, un moment que j'aime beaucoup, c'est ma rencontre avec la personne que l'on veut protéger. Cette rencontre-là se fait en personne. Ensuite, il y a les assemblées de parents, d'alliés et d'amis avec la notaire. Donc ça peut être en personne ou ça peut être aussi virtuel. Je vous avoue que je fais ça beaucoup en virtuel parce que souvent les gens sont un petit peu partout là, donc souvent le virtuel est privilégié. Ensuite, il y a une autre étape aussi, les tuteurs, puis les tuteurs remplaçants. Il va falloir que, ils fassent la vérification de leurs antécédents judiciaires, puis il faut aussi faire une déclaration s'ils ont eu des jugements et dans le passé et s'ils ont fait faillite ou pas dans le passé. Ensuite, il y a l'étape de la préparation de tous les documents. Puis, à la toute fin, on a l'obtention du jugement de tutelle, parce que c'est vraiment un document, là. C'est un jugement qui vient établir la tutelle comme telle. Donc, pour commencer, pour l'ouverture, qu'est-ce qu'on a besoin pour débuter? Bien, d'abord, on va avoir besoin d'une pièce d'identité recto verso de la personne à qui on ouvre une tutelle. Donc, ça peut être son passeport, sa carte d'assurance maladie. Bien souvent, là, ça va être les deux cartes les deux pièces qu'on va demander. Ensuite, ça prend obligatoirement le certificat de naissance de l'état civil, là, le fameux papier bleu. Donc, je vous le dis déjà à l'avance parce que si vous êtes dans la démarche ou si vous comptez faire la démarche, ben, si vous avez le certificat de naissance sous la main, c'est super. Sinon, ben, je vous recommande de le commander directement à l'état civil. Moi, j'ai pas besoin de garder l'original. J'ai besoin de voir l'original, mais après ça, vous pourrez le garder. Puis je pense que ça peut être un bon document à avoir de toute façon dans vos, ouais, dans vos papiers officiels. Puis là, bon, moi, personnellement, j'envoie une fiche d'information à remplir avec tout ce que j'ai besoin. Donc, je vais avoir besoin du numéro d'assurance sociale, les adresses antérieures d'où la personne elle a habité. Je vais avoir besoin de son portrait de famille, son entourage, aussi une idée de quels sont ses avoirs. Donc, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui compose son patrimoine? Donc, dans la plupart des cas, les personnes là, que les adultes là, pour lesquels je fais les tutelles aux majeurs, souvent, ils reçoivent leurs prestations gouvernementales. Ils ont soit la solidarité sociale ou le programme de revenu de base, euh, un REEI, donc leur régime enregistré d'épargne invalidité, leurs biens personnels. Il se peut qu'il y ait autre chose, mais souvent, je vous dirais que ça se résume pas mal à ça. Ensuite, je vais avoir besoin d'autres documents dans certains cas. Si jamais, malheureusement, le parent ou l'un des deux parents est décédé, ou si jamais il y a des frères et sœurs qui ont été décédés, qui sont décédés, pardon, si jamais on a un grand-parent qui est inapte, je vais avoir besoin de ces preuves-là. Mais ça, c'est vraiment du cas par cas. Puis, dans la plupart des cas, je fais signer une déclaration sous serment. Je vous dirais que
Assez souvent, ce sont les parents qui viennent me voir pour faire la démarche pour l'ouverture d'une tutelle, mais parfois, ça peut être aussi un frère ou une sœur dont les parents sont vieillissants ou sont eux-mêmes décédés. Ça peut être c'est ça, une tante, des fois pour une nièce. Donc, souvent, ça ressemble à ça, je vous dirais. Donc, je leur fais signer une déclaration sous serment. Une fois la déclaration sous serment signée, on va être aux étapes des évaluations. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est essentiel, en fait, dans la démarche. Ça va nous prendre deux évaluations. La première évaluation, c'est une évaluation médicale, puis la deuxième évaluation, c'est une évaluation psychosociale. Moi, ce que je fais, c'est que je vais envoyer une lettre au médecin et au travailleur social ou à la travailleuse sociale qui dit en fait que j'ai rencontré telle personne, cette personne-là a signé sous serment une déclaration qui me dit qu'elle veut procéder à l'ouverture de la tutelle, puis je lui demande de bien vouloir procéder à l'évaluation médicale et psychosociale. Donc pour l'évaluation médicale, il faut que ça soit fait par un médecin. C'est vraiment obligatoire que ça soit un médecin de famille, un médecin spécialiste, donc vraiment quelqu'un de médecin, ça peut pas être une super infirmière ou ergothérapeute. Je dis ça parce que des fois, il y a d'autres formulaires qui peuvent être faits par un autre professionnel de la santé, comme le T2201 ou des choses comme ça, mais ici, c'est vraiment fait par un médecin. Ensuite, le formulaire est disponible sur le site du curateur public. Je vais vous faire parvenir le PowerPoint, puis si vous cliquez, ça mène directement sur le lien du site du curateur public parce qu'il faut vraiment utiliser ces formulaires-là. Puis là, je sais que je vous ai des formulaires, il y en a, il y en a, il y en a. Ce serait super qu'il y en ait un seul un jour, mais bon, je ferme la parenthèse. Euh, donc, formulaire, celui bleu là, sur le site du curateur public. Euh, donc là, ça dépend. Est-ce que c'est notre médecin de famille? Est-ce qu'on le connaît? Est-ce que on passe par sa secrétaire médicale pour le faire? Est-ce qu'on le rencontre? Tu sais, ça, c'est vraiment du cas par cas. Mais c'est super important que le médecin signe en bleu le. Je vous le dis là parce que c'est que je suis la cour, elle va. Il faut que je dépose les preuves à la cour. Il faut vraiment que les preuves soient très bien faites pour que tout le dossier roule bien. Donc, que le médecin signe en bleu et non pas en noir, mais c'est écrit dans la case, mais des fois, ça va vite. Ensuite, c'était important qu'on remplisse bien le document en entier. Il faut pas oublier de cases. Il faut aussi écrire un délai de réévaluation. On peut inscrire un délai de réévaluation entre, il faut écrire maximum 10 ans. C'est parce que certains médecins vont dire, ben, la personne elle vit avec une condition de naissance, ils vont écrire permanent, mais on peut pas écrire ça. À la cour, il faut mettre un délai et il faut mettre euh, 5 ans, 8 ans, 10 ans, puis le maximum, c'est 10 ans. Si jamais le médecin oublie quelque chose ou le fait pas quoi que ce soit, moi, comme je suis notaire au dossier, je communique avec le médecin par fax et tout ça, avec sa secrétaire. Mais c'est sûr que si on peut accélérer les choses, c'est super. Ensuite, il y a une évaluation psychosociale qui doit être faite par obligatoirement un travailleur social ou une travailleuse sociale. Encore là, le formulaire est disponible sur le site du curateur public. Je vous l'avoue d'emblée, au public, il y a beaucoup de délais dans plusieurs secteurs au Québec, beaucoup de délais d'attente. Donc, une chose qui peut être intéressante à faire, c'est si on veut commencer la démarche, ben, de s'inscrire, de faire la démarche auprès de notre CLSC ou du travailleur social qui s'occupe de notre dossier et évaluer, voir les délais et tout ça. Il y a d'autres parents qui décident aussi de faire l'évaluation au privé. Donc, il existe plusieurs firmes au Québec qui font des évaluations psychosociales au privé. C'est vraiment de faire un choix éclairé là, à ce moment-là. Euh, donc, moi, personnellement, j'ai beaucoup de références d'évaluation de travailleurs sociaux qui font des évaluations psychosociales. Là, donc, selon les gens, selon où les gens sont au Québec, là, je peux les référer.
Pour accéder au formulaire, j'ai mis le lien là, directement sur le PowerPoint, mais c'est sur le site du curateur public. Donc, une fois qu'on a reçu les évaluations, là, c'est l'étape de la signature de la demande au notaire, puis moi, je fais le plan de match avec les étapes à suivre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des personnes qui sont à informer obligatoirement de la démarche. Ensuite, il y a des personnes à inviter obligatoirement à l'assemblée de parents, d'alliés ou d'amis. Puis aussi, il faut comme notaire qu'on fasse les recherches au barreau du Québec puis à la Chambre des notaires pour s'assurer que la personne n'a pas fait de mandat de protection ou en cas d'inaptitude. Quand je parle d'assemblée de parents, d'alliés ou d'amis, c'est vraiment le terme là, du Code civil. Là. Retenez, c'est comme une réunion de famille qu'on va faire là, souvent par Teams, là, comme je vous disais, ou en personne, si jamais c'est plus facile. Donc, en fait, j'ai repris ce que le Code civil nous dit parce que des fois, les gens me disent, oui, mais pourquoi il faut inviter telle personne puis pas telle personne? Puis c'est quoi? C'est vraiment, là, c'est un jeu d'analyse de l'entourage, la famille. Parce que doivent être convoqués à l'assemblée de parents d'alliés ou d'amis qui va être appelé à constituer un conseil de tutelle. Je vais en reparler du conseil de tutelle. Donc, les pères et mères. Et s'ils ont une résidence connue au Québec, ses autres ascendants. Ce que ça veut dire, les ascendants, c'est les grands-parents, arrière-grands-parents, s'ils sont toujours vivants et aptes, ainsi que ses frères et sœurs majeurs. Donc, c'est une obligation de convocation. Ce que ça veut dire, c'est que moi, comme notaire, je suis obligée de prouver à la cour que j'ai convoqué ces personnes-là, que je les ai invitées. Mais ces personnes-là ne sont pas obligées de se présenter à l'Assemblée, puis sont pas obligées de jouer un rôle non plus. OK? Donc, faut vraiment voir là, la nuance ici. Euh, puis, donc, voyez la différence entre doivent être convoqués, c'est une obligation de convocation. Puis ensuite, c'est peuvent être convoqués à l'Assemblée, pourvu qu'ils soient majeurs, les autres parents, alliés, amis. Fait que ça, c'est mon oncle, ma tante, cousin, cousine, neveu et nièce, tout ça. Puis quand on est en présence d'une personne majeure, s'ajoute aux personnes qui doivent être convoquées, c'est son conjoint et ses descendants, donc ses enfants. Mais ça, grosso modo, souvent, quand j'ai des parents qui viennent me voir qui ont un enfant adulte qui vit, par exemple, une trisomie 21 ou un TSA, ben souvent, ils n'ont pas de conjoint ni d'enfant. Fait que bien souvent, on n'a pas de conjoint à convoquer ni d'enfant. Donc, très, très souvent, c'est le père, la mère, les grands-parents, les frères et sœurs majeurs. Donc, ça veut dire que si jamais vous avez d'autres enfants, mais ils sont mineurs, on n'a pas besoin de les convoquer. Puis là, j'ai un quorum à respecter de 5 personnes. Donc, il faut que dans la procédure, disons, standard et classique, il faut que je convoque 5 personnes qui représentent autant que possible, si je peux le faire, autant les lignées maternelles, paternelles. C'est ça. Puis, ça peut être tenu, comme je disais, par Teams. Donc, c'est pour ça que je demande un petit peu l'entourage, qui sont les personnes. Fait que là, après ça, mais là, on va voir. Est-ce que les gens habitent au Québec ou pas? Est-ce qu'on a un grand-parent qui a été déclaré inapte ou qui a eu une homologation de mandat en cas d'inaptitude? Est-ce qu'on a un parent qui est décédé? Fait que là, c'est pour ça que je vais demander des fois d'autres documents pour le prouver, si vous voulez. Donc, mais ça, c'est pas vous qui faites ça, c'est vraiment notre travail comme avocat ou comme notaire, au dossier. Ensuite, ce que je fais, une fois que j'ai signé la demande au notaire, je dépose le dossier à la cour, puis j'obtiens un dossier, un numéro de cour. Je dépose dans le district judiciaire du lieu du domicile de la personne concernée pour qui on veut faire l'ouverture d'une tutelle. Donc, si j'ai mon majeur que je veux protéger qui habite à Montréal, ben, je vais déposer dans le district judiciaire de Montréal.
Si je suis à Mont-Saint-Hilaire, donc moi je suis à Mont-Saint-Hilaire, ben, le palais de justice attitré à Mont-Saint-Hilaire, c'est Saint-Hyacinthe. Donc c'est comme ça que je fais le dépôt dans le bon district judiciaire. Puis ensuite de ça, je fais les envois de documents à la personne concernée, puis à certaines personnes. Donc, les personnes dans la famille qui sont convoquées, je dois on appelle ça les notifier. Ça, c'est le mot, le terme juridique. Quand je notifie les gens, moi, j'essaie de les notifier de la façon la plus simple possible, la façon la moins coûteuse possible. Je dirais que la façon la plus simple, moins coûteuse, c'est par courriel, par un logiciel, ben, un logiciel, un genre de plateforme qui s'appelle Todoc. C'est une plateforme qui me prouve que j'ai, qui prouve à la cour que j'ai bien envoyé le document. J'ai un bordereau de notification. Puis j'ai un bordereau après ça qui me dit que la personne a bien ouvert le courriel puis a bien vu ma pièce jointe. Mais si les personnes sont moins techno, des fois ça peut arriver les grands-parents qu'ils n'ont pas de courriel ou que ça peut être difficile pour eux. On va avec d'autres options. Courrier recommandé, un envoi d'accusé-réception. Des fois ça peut être devant un autre notaire. Donc on trouve une façon. Puis il faut que je notifie à ces personnes-là. Donc, aussi tantôt, c'est vrai, je voulais faire une nuance. Quand on parle de frères et sœurs majeurs, c'est aussi les demi-frères et les demi-sœurs majeurs. OK? Donc, voilà. Euh, je veux juste vous rappeler que je suis obligée de les convoquer, mais ils sont pas obligés de se présenter, puis ils sont pas obligés de s'impliquer non plus. OK? Ensuite, la personne concernée, donc mon majeur à qui on veut ouvrir une tutelle, eh bien, lui, il est spécial dans la démarche. Il est spécial, c'est vraiment notre superstar de la démarche. Donc, on a des petites choses particulières pour lui. C'est-à-dire que je dois lui signifier la démarche. Qu'est-ce que ça veut dire signifier dans notre code de procédure civile? Ça veut dire qu'il faut que je sois certaine, sûre à 100% qu'il a bien reçu mes documents, comme quoi il y a une ouverture de tutelle qui va arriver pour lui. Et la seule façon vraiment de s'assurer au Québec qu'une personne a bien reçu un document et qu'on le signifie, c'est par huissier. Donc, c'est pour ça que on fait appel au huissier. Alors, ici, moi, j'aime bien mettre mon huissier en contexte, c'est-à-dire que quand je communique avec mon huissier, je lui dis, c'est pour une ouverture de tutelle au majeur. Donc, c'est pas quelqu'un qui va arriver, qui va cogner chez vous puis qui va penser qu'il va saisir vos meubles. C'est pas ça du tout, là. Les huissiers, ce sont des personnes très gentilles qui sont des officiers de justice au Québec qui ont un travail très, très important parce qu'ils prouvent que quelqu'un a bien reçu quelque chose. Donc, moi, je mets le huissier en contexte. Je lui demande de téléphoner avant aux parents, aux proches aidants ou à la famille d'accueil ou au lieu d'hébergement. Euh, je lui demande de s'assurer que la personne va bien être là, qu'elle va être avec une personne significative. Puis, est-ce qu'il y a un bon moment choisi? Puis des fois, si c'est plus délicat, je vais aussi faire un choix de huissier. Et dans certains cas, si jamais on voit que ça pourrait être anxiogène ou quelque chose comme ça, ben des fois, ça peut être aussi plus doux d'envoyer une huissière femme. Donc, ça arrive dans certains cas aussi que... Moi, je brode vraiment autour, là, puis je m'assure que ce soit fait de façon la plus douce et la plus humaine possible, là. Donc, faut pas que ça fasse peur là, comme tel. Puis voilà. Donc, puis en tout cas, de toutes les fois où le huissier est chez les gens, moi, ça s'est toujours bien passé. Euh, donc, ensuite de ça, c'est la partie que je préfère. On appelle ça un interrogatoire. On va s'entendre qu'entre vous et moi, c'est plus une conversation ou un moment ensemble. Je rencontre la personne qu'on veut protéger. Et oui, je lui pose des questions. Et s'il est non-verbal, on passe un moment ensemble, on chill ensemble. Voilà.
Mais des fois, les gens vont dire, oui, mais il peut pas vous parler, il peut pas. C'est pas grave. On passe un moment ensemble, c'est tout. Ça fait partie de la procédure. Donc, je rencontre en personne la personne concernée. Puis des fois, il y en a qui jasent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis là, ben, il faut que je note tout, 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 tout. OK? Parce que je dois faire un procès verbal d'interrogatoire. Fait que des fois, j'ai des procès verbaux très, 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 très courts. Puis j'en ai d'autres où la personne me raconte tout. Ben voilà, c'est comme ça que ça se passe. Puis voilà. Donc ça c'est le moment où la personne est rencontrée. Ensuite, l'assemblée de parents, d'alliés ou d'amis avec moi. Donc, en personne ou virtuel. Donc, moi, j'envoie un ordre du jour avant pour informer les gens de ce qu'on va faire, de quoi on va parler. Personnellement, moi, j'envoie aussi un résumé. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi le conseil de tutelle pour que les gens soient vraiment informés. Donc, quand je rencontre les gens, j'explique la démarche. Ensuite, on va grosso modo, là, puis je résume ici, là, on va nommer les tuteurs. Évidemment, dans la plupart des cas, l'évaluation psychosociale qui va avoir été faite par la travailleuse sociale va proposer des tuteurs. Souvent les parents, mais ça peut être un frère, une sœur, une tante. Bon, donc on va bien souvent se fier à ce que l'évaluation psychosociale nous dit. Il va aussi avoir la possibilité de nommer un tuteur remplaçant. Donc ça peut être intéressant si on a, par exemple, les deux parents qui veulent être nommés tuteurs pour leur enfant. Supposons que les parents ont dans la soixantaine, leur enfant a dans la trentaine. Ben, ils peuvent se dire, si jamais un des deux parents décède ou peut pas agir, l'autre va rester seul. OK? Mais si jamais les deux parents peuvent pas, ben, on peut nommer déjà un tuteur remplaçant qui peut être notre autre enfant majeur, donc son frère, sa sœur, un neveu, une nièce. Donc, ce qui peut être intéressant aussi quand on fait l'ouverture de la tutelle au majeur, c'est de déjà tout planifier pour après. Parce que j'ai beaucoup de parents qui viennent me voir qui me disent, je veux déjà tout faire ça, comme ça va tout être organisé. Puis si jamais il y a quelque chose plus tard, ben mon autre enfant ou mon neveu ou ma nièce, tout ça, ben ça va déjà tout être organisé. Puis on va avoir le temps de faire les choses et tout ça. Ensuite, il faut faire la formation d'un conseil de tutelle. Le conseil de tutelle, de façon optimale, là, puis dans la procédure classique, est formé de 3 personnes. Et il y a la possibilité de nommer 2 suppléants également, mais c'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est les 3 personnes. Ce qui veut dire que ici, faut vraiment pour que ça soit clair, si j'ai 2 parents, papa, maman, qui sont tuteurs, ben, ils ne peuvent pas faire partie du conseil de tutelle. Ça me prend 3 autres personnes. OK? Donc, voilà. Puis, ben, je ne l'ai pas nommé ici, mais c'est vrai qu'il faut penser aussi que parmi ces 3 personnes-là, il y a une personne qui va être nommée secrétaire du conseil de tutelle, la personne qui va devoir prendre des notes dans les réunions. Parce que le rôle du conseil de tutelle, en résumé, vraiment, c'est que il faut se réunir une fois par année. Puis, en fait, c'est de surveiller la gestion du tuteur, l'accompagner pour s'assurer du bien-être, de la protection d'une personne inapte, veiller au respect de ses intérêts, de ses droits, de ses volontés. Puis, dans quelques cas, plutôt plus rares, mais qui peuvent arriver, une approbation du conseil de tutelle va être requise, mais c'est pour des biens qui valent plus de 40 000 $ ou des décisions qui concernent des biens de plus de 40 000 $. Mais là, je résume vraiment, vraiment beaucoup. Pour tout ce qui est le conseil de tutelle et tout ça, il y a un guide explicatif aussi sur le site du curateur public qui existe. Donc, puis aussi, moi, quand je fais la démarche, ben, j'ai des documents explicatifs, je prends le temps d'expliquer tout ça. Euh, Aussi, il faut savoir que sur le site du curateur public, il y a aussi des formulaires, il y a des qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut remplir et tout ça. Là, vous n'êtes pas laissé seul non plus avec ça. Puis bon, c'est nouveau, mais maintenant les tuteurs puis les tuteurs remplaçants doivent faire la demande de leurs antécédents judiciaires, puis faire aussi une déclaration concernant les jugements civils, puis s'ils ont fait faillite ou pas dans le passé. Donc, selon la situation et tout ça, moi j'indique aux gens quoi faire, comment faire là, pour faire ça.
Euh, donc, une fois que toutes ces étapes-là sont faites, il y a une préparation finale qui est faite par la notaire. Donc, moi, ce que je fais un procès-verbal de mon interrogatoire du majeur. Un procès-verbal, c'est quoi? C'est comme un résumé. Ben, c'est un acte notarié que je fais. Donc, un résumé par procès-verbal de mon interrogatoire du majeur. Un procès-verbal de notre assemblée de parents, d'alliés ou d'amis. Donc, à cette réunion-là, si vous voulez, c'est moi qui prends les notes de tout ce qu'on a décidé. Ensuite, je fais un procès-verbal de mes opérations et de mes conclusions. C'est un gros document dans lequel j'explique toute la démarche, tout ce que j'ai fait. Puis ensuite, je dépose à la cour les pièces au dossier. Donc, ça sera tout ce que j'aurai compilé pendant ma procédure. Donc, si je résume, certificat de naissance, mes recherches au barreau, à la Chambre des notaires, l'évaluation médicale, psychosociale, les acceptations de charges des personnes qui sont présentes à l'Assemblée de parents, d'alliés, d'amis. Donc, oui, j'accepte d'être tuteur, oui, j'accepte d'être secrétaire, d'être sur le conseil de tutelle. Je fais signer des acceptations de charges à la réunion que je dépose en preuve, les certificats d'antécédents judiciaires, les déclarations de jugement faillite, puis d'autres documents que j'ai reçus si requis. Ensuite, je notifie aux personnes requises, je notifie au curateur public, je signifie par huissier à la personne qu'on veut protéger une deuxième fois. Donc, le huissier va voir ma personne protégée deux fois, au début puis à la fin. Je l'informe de tout. Il est tout au courant. Il sait pas lire, il sait pas écrire, c'est pas grave. Il est au courant de ma procédure. Il y en a qui font des dessins dessus, il y en a qui les gardent, il y en a qui les découpent. C'est pas grave. Ils reçoivent les documents. Euh, Ensuite, je dépose aussi à la cour les preuves de notification puis de signification. Puis après ça, on attend. Donc, après ça, on est en attente que le juge ou le greffier spécial ou la greffière spéciale rende jugement. Les délais dépendent de chaque palais de justice. Selon où je dépose, ça dépend. Ça peut être quelques semaines, quelques mois. Et après, super, j'obtiens le jugement. Donc, quand j'obtiens le jugement, on est content parce que ça veut dire qu'on a tout fait la démarche, que tout est beau de A à Z. Donc, le jugement, vous allez en recevoir une copie, j'en reçois une copie, puis vous le gardez précieusement parce que c'est comme votre preuve que vous êtes tuteur. Il existe aussi un registre public des, euh, des personnes qui sont sous tutelle et déclarées inaptes. Je pourrais vous le rajouter sur le PowerPoint. C'est assez intéressant. On rentre le nom de la personne, sa date de naissance, puis on a qui le représente, qui est son tuteur. Euh, Puis vous allez recevoir du curateur public un envoi postal. Vous allez avoir un agent attitré parce que vous allez devoir faire un inventaire de la personne à protéger. Puis si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous allez vraiment avoir quelqu'un, curateur public, qui va vous être attitré. Puis je vous ai mis aussi là, que je vous invite à consulter le site du curateur public, puis ses guides aussi. Là, j'ai mis le lien sur la page. Donc, c'est vraiment le résumé des étapes de A à Z. Mais c'est sûr que, évidemment, il y a des éléments à prendre en considération pour chaque situation. Chaque cas est unique, a ses particularités. Il peut y avoir des éléments qui s'ajoutent là, selon la situation. Donc, les enjeux sont différents aussi là, d'une famille à l'autre. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il faut toujours regarder c'est quoi la situation particulière de chacun, c'est quoi l'âge, la situation de santé de la personne protégée, mais aussi de ses proches. C'est quoi aussi les défis des parents puis des proches? Est-ce qu'on a de la difficulté avec la caisse, avec la banque, avec les documents du gouvernement, le REI? Est-ce qu'on a un bail à signer? Notre enfant majeur peut pas le signer. Est-ce qu'on a reçu un héritage de plus de 40 000 dollars? C'est quoi aussi le patrimoine géré? Est-ce que cette personne-là a des biens? Tu sais, c'est parce que des fois, il y a des gens qui n'ont pas le choix d'ouvrir une tutelle parce que malheureusement, la personne a été impliquée dans un accident de voiture. Elle a reçu des prestations de la SAAQ pour 100 000 dollars. Elle a aucune idée comment gérer ça. Ben, il faut faire une tutelle au majeur. Tu sais, donc, c'est quoi le patrimoine géré? Aussi, c'est quoi la dynamique familiale, l'entourage? Est-ce qu'on est est-ce que les deux parents sont vivants? Est-ce que les deux parents s'entendent bien? Est-ce que ça va pas? Est-ce que, tu sais, est-ce qu'il y a des inquiétudes par rapport
à la personne qu'on veut protéger par rapport au fait qu'elle puisse peut-être être vulnérable au niveau de la gestion de ses biens? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait peut-être euh, profiter de sa naïveté, puis on voudrait protéger ça? C'est quoi les besoins de protection? Puis aussi, c'est quoi le lieu d'habitation? Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que les parents, quand leur enfant habite sous leur toit, ben, tu sais, des fois, c'est plus simple, facile de tout gérer à l'interne et tout ça. Bon, on se débrouille, mais là, si notre enfant est à l'extérieur de la maison ou en ressources ou en puis là, on se fait appeler, mais là, on n'a pas l'autorisation, là, ça devient compliqué. Donc, faut vraiment voir ce qu'il y en est. Puis c'est aussi, là, je vous ai tout résumé ça, là, de façon très rapide, là, disons, mais je voulais vous donner un bon aperçu. Mais faut savoir aussi que tout ça, ça prend quelques semaines, là, quelques mois. Alors, on a le temps, là, de faire les choses, de voir les choses une à la fois. Puis quand vous avez votre notaire qui vous accompagne de A à Z, ben, c'est nous qui prenons en charge tout le calendrier. Puis là, je vous ai pas dit, mais j'ai des délais à respecter entre chaque petit point et tout ça, mais ça, c'est pas à vous à gérer ça, c'est vraiment aux professionnels à gérer les délais de notification, de signification. C'est pour ça qu'on fait le calendrier puis le plan de match. Mais on y va une étape à la fois. Je dis toujours que c'est comme faire un gâteau. Il faut avoir les bons ingrédients. Il faut respecter les temps de cuisson, les étapes. Puis à la fin, on arrive avec un résultat qui est correct, qui goûte bon. Puis on peut continuer avec la suite.